à tous pour un nouvel épisode de Simultiphysique, le podcast ADDL, le partenaire des logiciels de simulation numérique ANSYS, au cours duquel nous allons explorer la simulation numérique dans divers secteurs, des comptes académiques aux industries et même aux startups. Aujourd'hui, pour cet épisode dédié à la simulation numérique dans le secteur de la santé, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Arnaud Germano, professeur à l'Université de Poitiers. Bonjour Monsieur Germano, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Parlez-nous de vous, un peu de votre parcours et de votre rôle au sein de l'Université de Poitiers aujourd'hui. On a hâte d'en savoir un peu plus. Merci, bonne journée. Alors moi, je suis effectivement professeur de mécanique à l'Université de Poitiers et donc enseignant-chercheur en biomécanique. Donc j'enseigne à la Faculté des sciences de l'Université de Poitiers et je fais mes recherches au sein de l'Institut Pépin, qui est un laboratoire en sciences pour l'ingénieur et qui est une activité en biomécanique. Alors mon parcours, moi, j'ai fait une thèse de doctorat au début des années 2000 en mécanique. Durant ma thèse, j'ai eu le plaisir de travailler une première fois avec des applications en biomécanique sur une problématique de tenue mécanique sur des tissus osseux. Et ensuite, quand j'ai été nommé maître de conférence à l'Université de Poitiers, j'ai eu la chance de rencontrer des cliniciens du CHU de Poitiers, des neurochirurgiens et chirurgiens du rachis, qui m'ont posé des problèmes mécaniques sur des tenues d'implants sur le rachis. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la biomécanique. Et que j'ai commencé à travailler avec des cliniciens et avec des chirurgiens. Et petit à petit, à travers des projets et des encadrements d'étudiants en médecine et d'étudiants en ingénierie, eh bien, nous avons fait naître une activité en biomécanique ostéo-articulaire au sein de mon équipe de recherche. Et maintenant, on est plusieurs à travailler dans ce domaine-là, avec des étudiants issus de nos filières en sciences de l'Université de Poitiers, des doctorants en biomécanique et des enseignants-chercheurs également en biomécanique, en binôme avec des cliniciens et des chirurgiens du CHU de Poitiers. Donc ça, c'est un rapide aperçu de mon parcours. Et donc aujourd'hui, j'effectue mes recherches dans différents domaines de la biomécanique, qui vont de la biomécanique ostéo-articulaire, c'est-à-dire l'analyse du comportement mécanique des tissus du vivant en interaction avec des dispositifs médicaux, et aussi des problématiques multiphysiques de diffusion de différents signaux électriques, mécaniques dans les tissus, à l'échelle d'articulation et aussi jusqu'à l'échelle cellulaire. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la simulation numérique, elle est devenue si cruciale dans le domaine de la santé de nos jours? La simulation numérique est intervient sur plusieurs aspects dans le domaine de la santé. Moi, je vais me concentrer sur des choses qu'on développe plus particulièrement dans notre domaine à Poitiers et un peu partout dans les différents laboratoires de recherche, notamment en France, qui est l'apport de la simulation pour la chirurgie. Il est crucial puisque aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, les chirurgiens se tournent vers des solutions de chirurgie mini-invasive, notamment, et en fait, ils n'ont pas un accès direct à une visualisation de leur intervention, comme ça peut être le cas dans des chirurgies ouvertes, c'est-à-dire lorsqu'il y a une cicatrice plus importante. Et là, la stimulation numérique est un outil très puissant puisqu'on peut essayer de les aider à stimuler leurs gestes opératoires d'interaction entre leurs outils et les tissus, et également avec le dispositif médical qui sont en train de mettre en place durant l'opération, et de voir comment ça interagit pour optimiser son positionnement et le mettre lui. Donc en fait, la simulation numérique est un nouvel outil très puissant qui leur offre un moyen de visualiser des phénomènes physiques en lien avec leur pratique clinique. Et donc, ça leur permet d'accéder à une représentation de ces phénomènes en coulant finalement cette observation donnée par la simulation avec les observations habituelles qu'ils ont avec les imageries rayons X ou IRM, ultrasonores. Et c'est là que la simulation prend beaucoup d'importance petit à petit. Alors, ça dépend de recherche pour l'instant, mais c'est un support supplémentaire pour les aider à prédire un peu leurs gestes opératoires et les interactions entre leurs outils et les dispositifs et les tissus du patient, sans forcément avoir un choix brutal à faire durant l'opération. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de prédire ce qu'ils vont faire avant l'intervention. Donc c'est là où la simulation numérique devient un outil crucial dans le domaine de la santé pour la chirurgie en particulier. Quels types de projets sont actuellement en développement dans les universités ou les centres de recherche autour de la simulation numérique? Alors oui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect effectivement thématique de recherche développé par les laboratoires et les universités dans le domaine de la santé. Et puis après, ce qu'on fait à Poitiers. Alors, pour la première question, effectivement, nous sommes nombreux chercheurs en biomécanique à travailler en support, en binôme ou en trinôme pour le domaine de la santé, et en particulier pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la chirurgie orthopédique, puisque ce sont des domaines où effectivement les interventions comme
cité à l'instant, sont faites par des outils en chirurgie mini-invasive sans ouverture. Et donc là, on a besoin d'avoir une prédiction de ce qu'on va faire et de savoir où le chirurgien va intervenir. Donc en fait, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont liés à la chirurgie vasculaire et puis la chirurgie orthopédique, bien sûr. Alors faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres supports de simulation dans d'autres domaines. Je pense là au handicap ou à la rééducation où finalement on peut simuler aussi le mouvement que fera le patient lorsqu'il aura subi son intervention ou subi un dommage. Et donc la simulation pourrait être aussi là pour essayer d'envisager des conceptions je pense à des prothèses, des orthèses qui permettront d'optimiser la vie quotidienne du patient par la suite. Mais la simulation est là aussi pour aider, par exemple, les entraîneurs de sportifs pour prédire aussi les différents plans d'entraînement. Donc ça, c'est plein de projets, alors, forcément, mais qui sont développés par différents centres de recherche pour la simulation en santé. Et après, moi personnellement, c'était ça la question qu'on m'a posée pour la suite de ce qu'on en fait à Poitiers. Nous, on travaille dans différents domaines. Alors évidemment, de façon privilégiée avec les chirurgiens orthopédiques, c'était de là qui est partie mes activités au sein de mon équipe. Mais il y a d'autres applications, et notamment avec les psychiatres, pour essayer d'améliorer le soin qui est apporté par des techniques de neuromodulation, par une simulation de leurs interventions aussi. On travaille aussi avec une équipe d'ophtalmologie pour essayer de caractériser finalement le comportement des tissus en fonction de la pathologie. Donc il y a toujours derrière soit une pathologie, soit une technique chirurgicale ou une technique de soin qui est associée. On sait que ces techniques-là sont très intéressantes, mais il va falloir l'adapter au patient. Et en fait, on peut pas répondre toujours de la même façon avec le patient. Et c'est là où aussi la stimulation prend plus son intérêt, puisque l'idée, ça va être de partir sur des données patients, donc l'imagerie spécifique au patient, et de développer tout un processus de stimulation et de modélisation sur la base des données patients. Et donc, le clinicien, le chirurgien pourra adapter la thérapie, le soin, son choix de dispositif médical en fonction du patient et non plus parce que c'est fait depuis des années de cette façon avec des méthodes qui fonctionnent. En fait, il y a des virages qui sont pris aujourd'hui avec, sur la base des différentes classifications en fait comme chirurgicaux, avec un apport supplémentaire qui est de la chirurgie, de la modélisation patient spécifique. Donc c'est ce dialogue entre spécificité patient que fournit la simulation et l'intervention que peut faire après le chirurgien derrière qui est très intéressant. C'est vrai que c'est l'enjeu, en tout cas dans le médical, le patient spécifique, c'est ce qui est le plus recherché pour utiliser la simulation, numérique. Et Complètement. donc est-ce que vous pensez qu'il y a un domaine, plus particulièrement qui est prometteur, dans l'utilisation de la simulation numérique? Alors là, c'est difficile parce qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus de recul, mais être prometteur forcément, c'est la chirurgie cardiaque. Si on peut essayer d'atteindre des simulations multiphysiques prenant en compte des déformations de solides comme le cœur, des écoulements qui peuvent avoir lieu dans différentes méthodes aussi cardiaques, et puis en lien avec la stimulation électrique pour assurer le battement et les effets que peuvent faire tous ces enjeux de stimulation pour essayer de voir comment un peu optimiser l'intervention pour poser une prothèse, par exemple. Ça, c'est un point où les enjeux sont importants. Ça en fait partie. Ensuite, moi, plus personnellement, sur nos aspects de recherche, si on arrive aussi à coupler finalement les effets mécaniques en chirurgie du rachis, par exemple, avec les autres phénomènes mécaniques ou physiques qui ont lieu, là, je pense à de la neurostimulation, on va mettre des électrodes dans le canal rachidien. Donc, il y a un effet de déformation et il faut que ce soit optimisé pour que le patient puisse s'en ressortir avec une meilleure qualité de vie par la suite. Ça, c'est un enjeu aussi très important. Et puis après, il y a cet enjeu, moi, qui me semble très important, c'est tout ce qui est déformation en orthopédie. Et là, par l'exemple assez parlant, c'est la scoliose, c'est-à-dire comment prendre en considération les paramètres patients. Alors, on parle de jeunes patients, souvent, pour pouvoir trouver des solutions alternatives à une chirurgie ou avoir une proposition de chirurgie optimisée de manière à ce que ce soit moins invasif possible durant la croissance ou la vie d'un jeune. Donc ça, c'est un enjeu pour moi aussi important parmi la multitude de challenges auxquels on fait face aujourd'hui en tant que chercheur. C'est prometteur dans tous les domaines, mais en même temps, il faut le temps. Oui, exactement. Du coup, vous êtes professeur, comment vous formez les étudiants, avec la simulation numérique? Comment vous l'introduisez dans vos programmes et est-ce que ça semble aussi une compétence incontournable pour le futur? L'utilisation est forcément présente dans nos formations. À l'université de Poitiers, on forme nos étudiants en master, qui est avec conception. Il y a un parcours classique de mécanique et il y a un deuxième parcours qui est ingénierie de biomécanique, qui est plus spécialisé vers le monde médical. Dans ce master, en fait, il y a des unités d'enseignement qui tournent autour de la simulation numérique. Et donc, nos étudiants, on les forme aux techniques de simulation numérique, aux méthodes d'éléments finis, pour que eux puissent acquérir des outils leur permettant ensuite de simuler différents problèmes, alors en particulier mécaniques, mais pas que.
pas uniquement mécanique, comme je disais tout à l'heure, on est face à des couplages avec tous ces phénomènes et le fait d'avoir une base solide de formation en simulation leur permet finalement d'aller basculer après vers la simulation d'autres phénomènes. Finalement, la base de la simulation, et là, si on bascule du côté de la santé, qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui, le point important, c'est de faire du patient spécifique. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une donnée qui est souvent est une imagerie, qui est celle du patient, et on va constituer une géométrie. Donc, on va faire un jumeau numérique de la géométrie de ce patient. Et puis après, à ce jumeau numérique, on va lui allouer des propriétés spécifiques si on veut faire des simulations mécaniques. Ça va être des modules d'élasticité, si on veut faire de la simulation électrique, des résistances, des conductivités électriques. Et ensuite, eh bien, on va devoir lui imposer à ce modèle des conditions qui sont réalistes par rapport à la réalité. Donc, les étudiants, déjà, on les forme à cette base-là de pouvoir construire un modèle géométrique qui correspond à une réalité, qui correspond à un problème. Et ensuite, on leur donne des outils leur permettant de pouvoir alimenter ce modèle en termes de conditions de simulation, et puis surtout, c'est de leur apprendre à analyser ce qui en ressort. Parce que la simulation, ça marche forcément à un moment donné. On obtient forcément des résultats. Et la question qu'on doit se poser, et qu'on pose à nos étudiants au quotidien lorsqu'on est avec eux en travaux pratiques, eh bien, on leur demande d'analyser aussi. C'est là aussi un point très important et c'est là où ils vont acquérir toute une expertise. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'amener la simulation et bien sûr après d'un point de vue pratique, il y a des cours bien sûr de simulation de la théorie, par exemple, de la théorie des comportements des matériaux, mais surtout il y a beaucoup de pratiques à travers des bureaux d'études et des projets tutorés. On leur propose un sujet en début d'année et ça va être un fil rouge tout le long de l'année et ils vont venir alimenter après ce projet tutoré avec des compétences qu'ils vont acquérir tout au long de l'année sur les différents modules fondamentaux en local. Et c'est comme ça qu'à la fin, ils vont nous restituer un livrable répondant à la question qu'on leur a posée en début d'année. Et souvent, dans ces projets tutorés, il y a forcément des acteurs extérieurs, donc bien sûr des partenaires industriels, mais également nos collègues chirurgiens cliniciens du CHU de Poitiers, qui sont également chercheurs dans notre laboratoire, qui prennent une part entière en tant qu'encadrant, en tant que tuteur, dans ces projets tutorés. Et là, les étudiants comprennent toute l'importance de leur travail, puisqu'en fait, ils ont bien sûr les professeurs qui voient quelques années, mais également des acteurs extérieurs qui sont des médecins. Et là, ils prennent en considération toute l'importance de leurs réponses qu'ils donneront avec un outil qui est la stimulation numérique. Le réel travail d'analyse, il se fait à ce moment-là, autre que prendre en main un outil, mais vraiment de le projeter sur quelque chose de concret, forcément, ça aide beaucoup. Enfin, une analyse est très basique au départ, puisque on répond à des questions très scolaires sur la phase d'apprentissage, et après sur la phase de déploiement un peu de ces compétences de simulation numérique, c'est-à-dire pendant le projet, c'est là où on leur demande de vraiment d'eux-mêmes de proposer une analyse et surtout de faire une critique de ce qu'ils ont produit. Parce que la simulation numérique, comme je disais tout à l'heure, on aura forcément une réponse, mais il va falloir la valider où on est cette simulation numérique, c'est une chose dont on n'a pas vraiment parlé encore, mais il va falloir avoir des points de validation de cette simulation numérique. Et ça, c'est une autre phase d'apprentissage qu'on a dans notre master. C'est comment on va pouvoir valider cette simulation numérique. Donc, par exemple, en mécanique, eh bien, on valide par le biais d'expériences avec des protocoles bien standardisés, normés, et on va faire ces expériences-là avec des mesures expérimentales. On va appliquer des méthodes originales de mesure de champ, sans contact généralement, avec capteur optique, caméra. On va récupérer ces mesures mécaniques, avec des déplacements, des déformations, et on va confronter ça au modèle numérique qui correspond à cette expérience. Et c'est comme ça qu'on va avoir des étapes de validation. Alors, les étapes de validation, elles sont pas forcément évidentes à avoir sur du patient spécifique, parce que forcément, on peut pas faire d'expérience sur le patient spécifique. Donc, les étapes de validation, elles doivent être développées en amont. Et c'est tout l'enjeu qu'on développe pendant les travaux de master, quand les étudiants sont en stage chez nous, pendant les travaux de doctorat. Eh bien, ce sont des validations de simulation numérique avec des comparaisons avec l'expérience. Et on a la chance à Poitiers de pouvoir travailler avec des chirurgiens et bien sûr du statut, mais également qui sont intervenants au sein des laboratoires d'anatomie. On peut aller faire des mesures expérimentales pour corroborer finalement les simulations. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous avez un exemple, que peut-être, celui qui vous tient le plus à cœur de ce que vous faites comme travaux, soit vous personnellement ou avec vos étudiants? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, c'est vrai que après plusieurs années de travaux dans le domaine de la biomécanique, j'arrive aujourd'hui à mener plusieurs projets qui me tiennent tous à cœur. Donc, en choisir un, c'est pas évident. Évidemment, on est sur des thématiques de développement du monde numérique. Donc, on a, après avoir travaillé avec les neurochirurgiens, les chirurgiens orthopédistes, je travaille depuis peu aussi avec une équipe de psychiatres où on va développer donc un jumeau numérique de cerveau pour pouvoir essayer de comprendre comment diffusent au mieux les champs magnétiques et les champs électriques dans
dans différentes zones du cerveau de manière à optimiser le positionnement et les programmations de techniques de stimulation, de neurostimulation pour améliorer également le soin dans ces thématiques et dans des pathologies psychiatriques. Je parle de ça parce que c'est un des projets les plus récents peut-être et qui un peu plus original et qui en fait qu'on n'est pas non plus opposé puisque c'est le fait de développer des jumeaux numériques pour un certain domaine va forcément aider aussi les autres domaines. C'est ça qui est génial en recherche, c'est qu'on est sur des travaux fortement collaboratifs où plusieurs disciplines vont finalement se rencontrer. C'est la richesse de nos activités de recherche dans le domaine de la santé, puisqu'on va être forcément confronté à aller dialoguer avec des gens qui ne sont pas du tout de notre domaine à la base. Et alors ça, c'est ce qui fait la richesse et la beauté de notre métier. C'est vrai qu'on parle souvent, nous, de notre côté chez ADDL, de la modélisation du cœur ou qui est orthopédie, mais c'est vrai qu'on a rarement encore entendu parler, de cette partie neurosciences, donc c'est très intéressant. J'aurais encore peut-être une petite question. Quels sont les principaux défis, que ce soit, techniques ou éthiques? Bon, technique, je pense qu'on en a un petit peu abordé. Peut-être un peu plus éthique, auxquels, ben, voilà, la simulation numérique se heurte, aujourd'hui dans le domaine de la santé? Les défis éthiques, c'est peut-être de pouvoir faire accepter finalement une décision, une aide à la décision de la part du praticien qui pourrait être faite grâce à cette simulation. On peut pas leur faire complètement confiance, on parlait des étapes de validation tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est quand même aussi un enjeu important puisque ça permet de faire des tests sans risque et sans forcément aller aussi vers des essais sur segments anatomiques. Donc c'est quand même un gain important, mais effectivement, ça pose un problème éthique qui est de la validité, de l'utilisation et de l'exploitation finalement des résultats. Parce que finalement, ça va sortir des résultats, mais il y aura forcément une marge d'erreur et comment on travaille avec cette marge d'erreur et en quel point finalement on doit les faire confiance pour aller vers des techniques de soins directement. Ensuite, les outils techniques, c'est de transférer ça vers de la stimulation et l'utilisation de la stimulation vers une pratique qui deviendrait plus quotidienne. Et là, on a du travail à faire il y a des temps de calcul qui sont encore limitants quand même pour l'utilisation au quotidien par des cliniciens. Et puis aussi une accessibilité à la simulation ou à ces outils de simulation par les professionnels de santé qui ne sont pas formés finalement aux techniques de simulation à la base. On parlait tout à l'heure de la formation de nos étudiants en technique de simulation. Bon, eux, ça sera leur métier, donc c'est normal. Mais les professionnels de santé, médecins, chirurgiens, cliniciens, ne sont pas formés à ces méthodes de simulation numérique et il faut qu'on leur produise des outils clés en main qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Donc ça, c'est un autre défi. Bah, merci pour tout. Pour peut-être un petit mot de la fin, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes chercheurs ou aux étudiants qui aimeraient utiliser la simulation numérique ou s'orienter vers le domaine de la santé? Alors aux étudiants, on va déjà continuer à approfondir nos connaissances dans le domaine de la simulation, alors multiphysique parce que on peut pas faire de la simulation en santé sans se cantonner seulement à une physique et donc mais il faut quand même approfondir les bases sur lesquelles on s'est dirigé. Donc ils sont en master de mécanique, il faut continuer à faire ces bases en mécanique. Et puis après pour ceux qui veulent le poursuivre vers des applications en santé et puis, dans la recherche notamment, il faut vraiment continuer à être curieux, faut pas avoir peur d'aller voir dans d'autres disciplines ce qui se passe, d'acquérir de nouvelles compétences, faut pas avoir peur de ça. Et il faut surtout aussi avoir l'esprit ouvert. Ça sera notre mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite sur Simulti Physique. Et à bientôt, au revoir.